Voici l'histoire du cheval fantôme de Peulic. L'histoire se passe au temps où la vieille chapelle de Gast n'avait pas encore été engloutie par l'extension de l'étang vers l'est. L'antique voie romaine passait non loin d'elle et un vieux pont en garluche permettait d'enjamber le Nasseil qui s'appelait le Grand Ariou à l'époque. L'hiver fut très pluvieux cette année-là et la lande était largement noyée. De dangereuses zones marécageuses s'étaient réveillées et attendaient patiemment les imprudents. De nos jours encore, ces zones marécageuses, bien que considérablement réduites par la plantation des pins, peuvent encore piéger les voyageurs. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas croire à mon récit, on raconte à Khaled que l'année dernière, un âne s'est aventuré dans les marais restants. Il a fallu des heures et le secours des pompiers pour l'en extraire. Sans les moyens modernes, la pauvre bête y serait morte. Madame Juliette Récalt, née Lalanne de Biscarrosse, racontait la légende du cheval fantôme du moulin de Peulic. Voici ma version toute personnelle de cette histoire. À Peulic donc, pas loin de l'étang, il y avait un moulin à vent. À cette époque, le réseau hydrographique de Biscarrosse était très pauvre, hormis le ruisseau du Bas-Ribeira, appelé aujourd'hui Crasteden Hill ou du Com. Il n'y avait pratiquement que des moulins à vent. Ce moulin avait un meunier que l'on disait adroit cavalier et qui possédait un superbe étalon blanc. Au petit matin, bien avant le jour, il a dit s'apercevoir qu'il avait un problème d'andille. La pièce de fer enchâssée dans l'œillet de la meule et son tric-trac, la pièce qui fait entendre le tic-tac en rythme avec le vent, faisait des siennes. Ce tric-trac donnait le tempo pour la meule et donc était très important pour la réussite de la mouture. Enfin ça, c'est ce qu'il dit à sa meunière pour justifier le déplacement qu'il avait prévu, car il était en cheville, comme on dit, avec un meunier de Parentis en borne et trafiquait un peu pour échapper à la fameuse règle de une poignée de farine pour toi et deux pour moi. Dans les deux parts du meunier, il y avait les taxes, notamment pour l'évêché. Et déjà, en ce temps-là, on faisait tout pour échapper aux taxes et impôts. Et il ne voulait surtout pas que sa femme le sache, car elle était un peu gaillorin, qui parle à tort et à travers, comme on disait à l'époque. Il affirma qu'il savait où aller pour chercher les pièces nécessaires aux réparations. Il lui fallait aller voir son confrère du moulin d'Osleis, un moulin à eau sans doute pas soumis aux mêmes taxes, sur la commune de Parentis-en-Born. Il affirma de même que ce meunier exerçait aussi le métier de réparateur de mécanismes de moulin, et donc il était certain de trouver chez cet homme de quoi réparer sa meule. De plus, il avait l'avantage de ne se trouver qu'à quelques kilomètres, vite avalé par un étalon comme le sien. Il y avait un autre moulin pas très loin, sur un truc proche, et sa femme lui dit qu'il serait plus prudent d'aller là-bas. Il répondit qu'il savait que le voisin n'aurait pas de quoi réparer sa panne. Mais en vérité, ils étaient concurrents directs et les relations entre meuniers et voisins étaient plutôt orageuses, et cet énergumène qui plus est ne voulait pas trafiquer. Bien qu'étant un galapian, un goinfre de Parentis, le meunier d'Esley était un artisan compétent et serviable, surtout pour son petit trafic de farine. Il dit à sa meunière qu'il ne pouvait pas se permettre d'attendre que le jour et le brouillard se lèvent, car il avait beaucoup de travail pour la journée, sa réserve était pleine de grains à moudre et ses clients passeraient dans la soirée. J'ai dit brouillard car c'était une journée d'hiver où le froid humide vous glaçait les os en rien de temps et il était très épais sur la lande. Prends la grande route, se dit le moulière au son mari, et espère le giorno, que stem de Mourmagnog, Jaco. Passe par la grande route, dit la meunière à son mari, et attends le jour. C'est un temps de Mourmagnog, ça. Le Mourmagnog était une sorte de grosse masse noire informe et fantomatique que l'on pouvait deviner par les sombres journées d'hiver ou la nuit sur la lande et qui, si elle vous attrapait, avalait votre âme, disait-on, en vous condamnant à errer sur la lande les yeux vides et grands ouverts, vivant, mais le corps privé de l'étincelle de votre esprit et sans espoir de revenir vous-même un jour. Thijs de tot de kindschik, dat toen ze steward de hubnas, zo răspunut un moulier, que je m'ébraque par le lane en passant par le pont de Garluche proche de le vieil capère. Tais-toi donc un peu avec tes histoires de bonne femme, lui répondit le meunier. C'est plus court par la lande en passant par le pont de Garluche près de la vieille chapelle. Que connais-tu bien à quelle route et qu'il y a de grands amours. Ne me bague pas d'espérer le jour, et plus le lieu que se pleut, que van bien y beurre comme de plein jour. Je connais cette route sur le bout des doigts et j'ai beaucoup de grains à moudre. Je n'ai pas le temps d'attendre le jour, et puis c'est la pleine lune, on va y voir comme en plein jour. Il avait surtout promis 2 petits sacs de farine pour le trafic,
qui devait absolument être livré ce matin même. Et sur ce, il partit pour le moulin de Slèche, le cheval blanc chargé des 2 petits sacs de farine promis. Comme vous vous en doutez, il n'y arriva jamais. On le retrouva plus tard, noyé dans les marais sur Parentis, pas bien loin du chemin qu'il disait connaître si bien. Était-ce par la faute des lustrous, des houleurs, ces feux follets qui essaient d'attirer les passants dans le marais en les déviant de leur route, ou du tac, cet être qui prend plaisir à essayer de noyer les gens en se transformant en lanterne, comme pire de ses farces? Ou bien a-t-il été victime d'un banal accident dû à son avarice? Seul son cheval aurait pu le dire, mais outre le fait qu'il ne possédait pas le don de la parole, on ne put jamais le rattraper. Mais on l'entendait, surtout la nuit, galoper comme s'il cherchait son maître, et hennir comme s'il l'appelait. Et ce cheval mourut aussi dans la lande, sans doute englouti par les marais lui aussi, bien que certains ont dit qu'il était mort de chagrin. On ne retrouva que sa selle et ce qui restait des 2 petits sacs de farine. C'était un beau cheval blanc, et son fantôme continue de galoper et de hennir les nuits de brouillard à la recherche de son maître. Bien plus tard, quand les temps avaient à peu près la forme d'aujourd'hui et avaient recouvert la vieille chapelle, le pont en Garluche et les lieux du drame, un autre galapian de Parentis, qui avait pour chafre surnom Mouteau, on l'appelait peut-être ainsi car il parlait très lentement, presque mot à mot. Ce Mouteau, donc, affirmait avoir vu le cheval blanc surgir de l'eau et galoper sur les temps en hennissant lors d'une sortie en barque partant de brouillard. Mais on ne fit pas grand cas de son témoignage, car il était de notoriété publique que Mouteau fréquentait plus assidûment le cabaret que les bancs de l'église. Cependant, depuis 300 ans, ils sont nombreux les gens qui ont entendu ou vu le cheval et qui sont prêts à en témoigner. En général, ils prennent ça pour un avertissement. Ne voyagez pas dans les environs du marin cette nuit. Peut-être le cheval fantôme sauva-t-il des vies. Personne ne peut le dire, mais personne ne peut affirmer le contraire non plus. Bir bir moulin, mon enfin, que ça cabate.